Bon, ben, écoutez, bienvenue. Merci d'avoir été aussi nombreux à répondre à notre invitation. Merci. Voilà, Michel, qui vient de Orange, dans le sud de la France. La plus belle ville de France. Cécile et Nicolas David, qui viennent de Paris. Enchanté. Et moi, je viens de Lille. Ça ne s'entend pas à mon accent. Voilà, donc ben, merci d'être là. Je suis donc la personne qui a créé la maison d'édition nombre 7. Mon associé va arriver tout à l'heure. Et puis on a des membres de notre équipe qui sont là. Et en fait, ben, je fais un peu partie de ces éditeurs qui n'ont pas froid aux yeux et qui aiment bien bouger les lignes. Et c'est pour ça que ben, notamment on a les livres de Nicolas David, de Cécile ou encore de Michel. Ça peut perturber certaines personnes de voir qu'on fait des masterclass. Je l'ai encore lu sur les réseaux sociaux cette semaine, qu'on fait des masterclass notamment qui vont parler de l'individu. J'ai pas dit l'homme parce que je voulais pas faire de discrimination, même si c'est l'homme avec un grand H. Et puis ce qui le compose, ben, son corps, l'âme et l'esprit. On va voir un petit peu ensemble s'il y a une connexion entre tout ça ou pas. Et l'idée, c'est vraiment d'installer ensemble une discussion, une réflexion, et puis apporter ce qu'on peut apporter, parce qu'en fait, si on est là, c'est parce qu'on a de l'amour à partager. Voilà. Hein, Nicolas David. Oui. Voilà, donc ce que je vous propose, ben, c'est de vous présenter. Et puis, vous présentez, Michel, et puis, allez, Michel. Michel. Oui. Allez, on l'applaudit pas encore. Bon, alors je viens d'Orange. Il faut que je me lève. Oui. Non, vous pouvez rester assise, comme ça on vous filme. Ouais, merci. Donc, je viens d'Orange, petite ville près d'Avignon, c'est Corégie. Je m'appelle Michel, j'ai un âge certain. Quand je suis Bastide si je suis la fille de mes parents. Je suis Marshall si je suis la femme de mon mari. Mais je suis Michel, d'abord avant tout. Je pense que c'est très important dans une vie de récupérer son identité propre. Donc, c'est plus facile de parler des autres que de parler de soi. Je suis quelqu'un de bien et j'ai mis beaucoup d'années à le devenir. J'ai fait un travail énorme sur moi avant de m'aimer vraiment et d'accepter qui j'étais, parce que ils sont jeunes. Mais moi, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'était pas du tout dans la norme, d'abord parce que je suis dans une famille catholique et la religion, elle est un peu enfermante des fois. Alors moi j'aime les curés, mais les curés ne m'aiment pas forcément, mais c'est pas grave. Voilà. Dieu fait partie de ma vie, j'ai une foi incroyable. Donc je pense que je suis née avec des aptitudes, je ne dirais pas des dons, je dirais des aptitudes comme chacun d'entre nous. On les développe petit à petit. Il faut passer par de grandes épreuves. Alors je dirais comme la petite Thérèse, à travers la souffrance vers la joie. C'est chaque épreuve dépassée qui nous amène à devenir meilleurs. Une souffrance soit nous enfonce, soit fait sortir de nous le plus beau. Donc à la fin de ma vie, eh bien je pense que je suis en train de sortir le meilleur. Je suis à la fois, j'allais dire thérapeute, on n'est pas thérapeute. Je préférerais dire que je suis un docteur de l'âme. Et on ne peut pas soigner le corps physique de quelqu'un lorsque son âme est malade. Bon, on va en parler tout à l'heure. Hein. Ouais. Merci Michel. Voilà. Est-ce que je me suis... Bravo, c'est très bien. Nicolas. Allez. Tu es sûr que tu veux pas... Allez Nicolas David. Nicolas. Mais pourquoi pas les dames d'abord? Eh bien Je vais passer après, pour un garçon et une fille. Allez, Ah, c'est un autre fille, homme. après il y aura un autre garçon qui n'est pas là. On ne le voit pas encore. Donc je suis Nicolas David. Que vous dire, je suis originaire du sud de la France. Évidemment, j'ai développé des capacités depuis que je suis enfant au niveau médiumnique. Je ne me considère pas du tout comme un élu. Je pense que, comme Michel, on développe ses capacités et cette sensibilité au fur et à mesure des années. Ça m'est tombé dessus vraiment à ma vingtaine. Et j'ai su l'apprivoiser au fur et à mesure, parce que ça fait 22 ans que j'exerce. Et j'aide les personnes qui viennent sur mon chemin. Évidemment, elles m'aident en retour parce que c'est un échange lorsqu'il y a des séances. On apprend toujours de l'être humain. Et tu disais docteur, et moi je me dis un peu psy 2.0, comme on a l'habitude de l'entendre là encore souvent.
puisque quand vous venez voir un médium, en fait, vous avez des problématiques émotionnelles qui vous font vibrer une certaine fréquence énergétique et qui vous bloquent votre chemin. Et si vous ne prenez pas en compte ces blocages, en fait, votre chemin ne va pas forcément être harmonieux. Et on vous demande de guérir pour appréhender un nouveau chemin, parce qu'il y a certains événements qui sont écrits quand on arrive ici, quand on est incarné sur Terre, mais qu'on peut quand même un peu modifier. Donc si vous vous entêtez à être dans vos problématiques d'abandon ou de dévalorisation, ben vous allez continuer à vivre les mêmes choses. Donc voilà, j'ai écrit un premier livre avec la maison d'édition Christophe, donc nombre 7, Le chuchotement des anges. Il y a mon deuxième livre qui est en cours d'édition. Et ensuite, je fais pas mal de masterclass, je fais plein d'interviews sur Nuria TV, des studios sur YouTube, vous pouvez trouver plein d'articles. Et le but, en tout cas, c'est de vous permettre d'évoluer. Alors, j'ai pas la vérité absolue, évidemment, mais on me permet de voir un peu ce qui va pas trop dans l'être humain, dans l'âme, pour avancer au mieux. Voilà, j'essaierai de vous guider et de partager avec vous, parce que ce sont des partages, c'est pas une discussion unilatérale, et donc on discutera du corps, de l'individu, de l'âme et de l'esprit tous ensemble. Merci Nicolas, David. Alors, moi je suis Cécile Andreu, et à la différence de Nicolas ou de Michel, moi c'est pas quelque chose que j'ai en moi, enfin je l'ai en moi depuis certainement très très longtemps, mais c'est quelque chose que je découvre depuis, on va dire, 5-6 ans. Michel parlait d'épreuves. Moi je pense que j'ai eu un concentré d'épreuves. Un package qui est arrivé en un laps de temps très court. Et à la suite de ça, en fait, je pense que tout un chacun a le choix, soit de réfléchir à ce qui s'est passé, soit de se remettre dans son sillon confortable, ou en tout cas avec une certaine zone de confort, parce que c'est quelque chose que l'on connaît déjà, et de continuer sa vie. Et moi, j'ai à ce moment-là pris conscience d'un certain nombre de choses, réfléchi à ce qui m'était arrivé, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Quelque chose qui est important, je pense, d'endosser la responsabilité de ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est jamais de la faute des autres. Et voilà, et donc j'ai fait un travail, tu parlais de travail, ouais, c'est un vrai... J'aime pas le mot travail, mais en fait, pour pouvoir évoluer, il faut quand même prendre conscience de certaines choses sur soi, les corriger, essayer d'évoluer, et tout ça en étant bien entendu d'une bienveillance absolue avec soi. Donc j'ai complètement changé. Pour vous dire, au départ, je suis plutôt de formation financière, expert comptable, direction d'entreprise, etc. Aujourd'hui, je fais exclusivement de la guérison énergétique. C'est quelque chose qui est venu à moi à force de m'écouter et d'essayer de comprendre mes ressentis, de comprendre que chaque rencontre n'est pas un hasard, qu'il y a forcément des choses à en tirer, qu'il y a forcément des choses à comprendre de chaque rencontre, chaque endroit où on va. Je me suis retrouvée au Pérou, je me suis retrouvée dans des voyages où j'ai rencontré des gens, où j'ai finalement osé sortir de ma zone de confort, essayer des choses qui me semblaient mais juste complètement abracadabrantes, très très loin de la finance, très très loin de tout ce qui est cartésien. Et puis à lâcher prise et à me dire que en fait j'étais là pour ça en fait. Donc aujourd'hui voilà, je ne fais plus que ça. Et le titre de mon bouquin s'appelle Un rendez-vous inévitable, qui est un rendez-vous que chacun devrait avoir avec soi. C'est le rendez-vous qu'on a avec soi un jour. Et l'idée était de faire comprendre aux gens que quand on regarde Internet, etc., qu'on écoute des auteurs, on a toujours l'impression qu'il y a un espèce de mode d'emploi du aller mieux. On doit passer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Je trouve ça hyper culpabilisant. On est par essence tous différents, donc on ne peut pas suivre un mode d'emploi. C'est pas possible. Et il y a des choses qui viennent, on a l'impression d'avoir traité, on se dit ok, ça c'est bon. Et quelques mois, quelques semaines après, il y a une deuxième déferlante qui arrive et on se dit mais je pensais que j'avais compris. Voilà. Et en fait, le chemin n'est pas lisse, le chemin n'est pas paisible. Il y a des allers-retours, c'est un peu comme la marée. Je fais souvent le parallèle avec la marée. Il y a des vagues qui arrivent, qui repartent, mais elles reviennent. Et voilà. Et le but de ce bouquin, c'était justement d'aider les gens à avancer quand on a ce type d'épreuve et de leur faire comprendre que tout va bien. En fait, c'est normal que le parcours soit compliqué. Voilà. Merci Cécile.
fait que Cécile, Nicolas David et Michel soient là ce soir, c'est parce que chacun, on va dire, a une approche un petit peu particulière de l'individu. Et c'est pour cela, en fait, que je leur ai demandé d'être là, puisqu'en fait, la première question qu'on s'est peut-être tous posée, qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et donc, l'idée, c'est peut-être, qu'est-ce que la première question qu'on pourrait poser, ben, finalement, est-ce qu'on est le jour où on est ici, et est-ce qu'on meurt le jour où on meurt ici? Voilà, c'est ma question. Ah ben, je vous laisse y aller. Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. C'est un peu court, hein. Michel, S'il y a une vie après la vie. ben, est-ce qu'il y a une vie avant la vie, une vie après la Il y a vie? une vie avant la vie, puisque quand on arrive, on a quand même notre feuille de route qui est bien posée. Et le tout, c'est de la lire et de bien la lire. Donc on arrive, je pense qu'on choisit sa famille, c'est horrible à dire, mais c'est vrai parfois. C'est ce que je dis. On choisit sa famille, on choisit le lieu d'atterrissage, on choisit tout, on choisit les grandes épreuves qu'on aura traversées et on vient sur la terre volontairement. Et il faut beaucoup de courage. On a eu tous, qui êtes là, beaucoup de courage pour venir sur la terre, parce que la terre c'est une planète qui est assez souffrante dans l'émotionnel. On vient sur la terre pour apprendre à gérer notre émotionnel. Il y a des planètes qui sont beaucoup plus cool pour ce qu'il s'agit de l'émotionnel. Voilà pourquoi on a le cerveau du ventre ou le cœur du ventre qui nous fait souvent mal. S'il y a une vie après la vie, puisqu'il y a une vie avant, il y a une vie après, on est des arbres vivants, l'arbre perd ses feuilles, il en prend d'autres, et puis de toute façon, moi j'ai fait plusieurs voyages dans les vies antérieures. J'ai eu le plaisir. Est-ce que je parle de Jean-Luc maintenant ou plus tard? Après. Voilà. Donc j'ai eu des expériences. Vous voyez les émotions? Elle m'en veut maintenant. Ah, mais non. Mais non, je sais que c'est J'ai pas eu vrai. des expériences qui montraient que j'avais déjà vécu. Et donc, je sais qu'il y a une autre vie après la vie. Puisque en tant que médium, on contacte des entités. Et on contacte ce qu'on appellerait des défunts, mais qui ne sont pas défunts. Ouais. Ils sont encore plus vivants que nous. Parfois plus heureux, parfois plus à l'aise, parce que dépouillés de la coque physique, dépouillés de leurs défauts. Je dirais, alors une petite histoire. C'est un jour, ma mère, elle me disait, parce que je répétais certaines, comment j'allais dire, certains travers de ma mère. Et elle me disait, de l'autre côté, puisque je prends une lecture médiumnique, elle me disait, est-ce que tu aimerais que je te rappelle toutes les bêtises que tu faisais quand tu étais petite? Et nous, c'est souvent ce que nous faisons quand quelqu'un décède. On oublie que de l'autre côté, on est pur. Et que les qualités, elles s'expansent. Et les défauts, ils s'émoussent. Et nous, on se rappelle souvent, il a fait ça, il était comme ça, etc. Ça ne les aide pas à monter dans la grande lumière, n'est-ce pas? Alors je laisse Nicolas David. Et est-ce que ça vous parle déjà, le terme entité, âme, tout ça? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces termes-là. Donc l'âme, au-delà de la religion, évidemment, c'est une extra-conscience. Elle est en dehors du corps, elle est intégrée dans le corps pour vivre des expériences de vie dans le corps incarné. Et comme disait Michel, de l'autre côté, en fait, selon comment vous avez interagi avec les personnes pendant votre incarnation, donc si vous avez été plutôt dans la bienveillance ou dans la malveillance, de l'autre côté, il y a une espèce d'évolution aussi qui est engendrée. Et on va vous faire voir un peu tout ce que vous avez vécu comme un flashback en fait, comme si on était au cinéma et qu'on revoyait notre vie. Et on va nous montrer si c'est important l'émotion qu'on a véhiculée tant dans le mal-être que dans le bien-être. Et si ça nous importe, puisqu'après ça va déclencher un phénomène de boule de neige chez la personne. Donc si je lui ai donné une émotion négative, elle l'a pris de cette façon, parce que je peux gérer la façon dont je m'exprime, mais je ne peux pas gérer la façon dont la personne le réceptionne, l'émotion. Donc elle va déclencher une vie autre que ce qu'elle aurait vécu si vous n'avez pas interagi. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, dans votre vie de tous les jours, quand vous êtes une âme incarnée, de passer plutôt de la bienveillance et d'avoir un comportement plutôt bienveillant. C'est hyper important et de ne pas être nourri dans l'énergie négative.
Et effectivement, il y a bien du coup une vie après la vie et une vie avant. Je pense qu'ici c'est simplement un stage. La Terre est une école. Et évidemment, c'est pas l'école de oui-oui où tout est beau, où on est tous gentils, tout est super, parce que sinon on n'évolue rien du tout. Et forcément, on doit alors, vivre à travers la souffrance. Effectivement, il y a toujours un terme de souffrance, parce que ça ne peut pas forcément être que dans la joie. Hein. On apprend toujours avec une espèce de tristesse. Et il y a toujours une dualité. Le noir existe parce qu'il y a le blanc, le mal existe parce qu'il y a le positif, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avancer, à faire des différences entre le bien et le mal dans ce que l'on vit. Et ici, cette école, forcément, nous fait évoluer. Et il y a d'autres planètes où c'est encore mieux. Et la Terre, c'est très bas. Au niveau énergie, c'est très très bas. Donc plus vous allez être bienveillant, plus vous allez attirer à vous la bienveillance et le positif. Et il y a bien du coup une école, la Terre. Il y en a d'autres, mais bon, on va parler de celle-ci. Et toi, du coup, Cécile, Et oui. quand on Le se corps, parle à alors, parce que l'énergie, Cécile, toi, tu es Non. plutôt énergie et corps. Exactement. Enfin, ce qu'il faut, on parle beaucoup d'âme, mais ce qu'il faut comprendre, enfin en tout cas moi, ce qui m'a été écrit de comprendre, puisque c'est plus récent, on va dire pour moi, c'est que quand on parle d'individu, on parle de corps, d'esprit et d'âme. Et le distinguo esprit-âme n'est pas forcément facile à comprendre. Donc effectivement, la mort, c'est la mort du corps et de l'esprit. Mais l'individu en tant que tel, le corps abrite l'esprit et l'âme. Et à la mort, c'est la mort du corps et de l'esprit, mais ça n'est pas la mort de l'âme. L'âme transcende la mort. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas qu'il y a une vie avant ou une vie après, en fait. C'est qu'il y a une vie. Et la mort n'est juste qu'une étape de cette vie. Et l'âme transcende. Et effectivement, le principe, c'est que dans cette expérience de vie, en fait, l'esprit et l'âme doivent évoluer. On est là pour faire évoluer notre esprit et notre âme. Et effectivement, les émotions, on en parlera peut-être après, les émotions sont un flux d'énergie, comme beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, il faut laisser les émotions vous traverser de façon à ce qu'elles ne se cristallisent pas et ne se déposent pas à l'intérieur. Parce qu'une émotion qui se cristallise et qui se dépose devient toxique. Toxique pour le corps, rend malade, etc. Et c'est pour ça que dans la guérison énergétique, en fait, on travaille autant le corps que l'esprit et l'âme, parce que les trois, en fait, interagissent, sont indissociables et doivent évoluer ensemble. Et les uns ont des impacts sur l'autre, systématiquement. c'est une continuité. Donc pour faire un peu la synthèse, on a une vie. Linéaire. Et en fait, là, pour l'instant, on est dans une étape de cette vie. Voilà. Une expérience. Une expérience. D'accord. Et en fonction de comment on la vit, Oui, il se passe autre on chose. va faire en sorte, et ça va influencer directement notre vie. Oui, tout à fait. La vie. L'objectif étant l'évolution. Ok. L'objectif étant de ne plus revenir sur la Terre. Il y a des questions. Quelle en est la fin Sur la Terre, d'aller sur d'autres planètes. Quelle en est la fin? Quelle en est la fin, si tant est que je suis une logique de tout un D'évolution. début et une fin? Alors, j'ai pas la vérité absolue, je suis pas Jésus, je dis toujours je travaille pour lui, mais de ce qu'on m'a fait entendre et comprendre de l'autre côté via mes anges, mes guides, il y a des niveaux de l'autre côté. Il y a autant des niveaux positifs que négatifs. Dans ma tête, on me dit toujours il y a 12 niveaux, mais il y en a 13. Alors je me dis pourquoi ils ne disent pas 13? Alors moi c'est ce qu'on me dit dans ma tête à moi. Ah. Peut-être que toi tu as dû peut-être entendre autre chose. Oui, Mais moi j'ai tout à entendu fait. ça. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'ils ne s'expriment pas de la même façon. Est-ce que toi tu as d'autres niveaux? Ça m'intéresse. Oui, non, moi il y a 7 niveaux et il y a 7 plans, donc 7 x 7, 49. On va D'accord. dire comme ça. Ça, c'est ça. Donc il faut un temps. Et l'objectif c'est de retourner à l'un. On vient de l'un, Oui, la force le un. créatrice, on vient de l'un. On est descendu dans la matière de plus en plus bas et on est destiné, puisque maintenant on est en train de changer complètement de vibration, on est destiné à retourner à l'un. Et on est destiné à se perfectionner et à s'alléger tellement qu'un jour on ne sera plus obligé de venir sur cette planète Voilà, Terre. expérimenter, voilà. Voilà, on sera tellement expansé, on sera tellement léger que l'on n'aura plus besoin de venir expérimenter la Terre. On ira expérimenter d'autres planètes beaucoup plus importantes pour retourner à l'un que la planète Terre. Alors moi c'était 12
Donc il y a des... Écoute, est-ce que tu crois que de l'autre côté, il y a compte. des chiffres? Eh oui. Donc, Est-ce qu'il en compte? réalité, Oui, il parce n'y a que pas c'est de une temps. matrice. Il n'y a pas de Ouais, temps. il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Mais la façon dont ils sont exprimés, c'était plutôt douce. Alors, c'est pour ça que je dis j'ai pas la vérité absolue. Mais ça veut dire que selon votre avancée, donc selon comment vous avez évolué sur Terre, s'il y a de la bienveillance ou pas, si vous avez fait des faux pas, et bien en fait vous allez atterrir dans un certain niveau que vous pourrez aussi évoluer de l'autre côté. Et le niveau 13, entre guillemets, ça serait Sainte Catherine, toutes ces personnes qui sont saints, en fait, qui ont été beaucoup dans le don. Et du coup, eux, ils excellent dans l'amour, ils sont un, mais dans l'amour. Ouais, mais tu peux faire cette tête, Michel. Ils sont un dans l'amour et en fait, ils n'ont pas eu du tout de négativité. Ils sont plus en référence un peu à Dieu, à l'unité supérieure, qui est dans un amour infini en fait. C'est pour ça qu'ils sont à ce niveau 13 où ils ne peuvent pas redescendre, si vous voulez. Et il y a et il y a aussi des niveaux inférieurs où on va dans le bas astral, donc dans le côté très très négatif, et ça va être de plus en plus pénible si vous avez vécu si vous avez fait vivre des choses super négatives à des personnes, et notamment les meurtres et tout ça. Hein. Donc, donc ça veut dire qu'il y a une vraie interaction Ouais. par rapport à notre comportement Ah oui. et nos expériences vis-à-vis des autres. Sinon, tout le monde ferait ce qu'il veut en fait, et ça n'a pas de sens. D'accord. Parce que vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous ressentez quand même un frisson de mal-être quand vous faites quelque chose qui n'est pas forcément agréable et pas normal envers quelqu'un. Quand vous avez un comportement de colère ou autre, ou quand vous allez vous en prendre à un enfant, on va dire un enfant comme exemple, et vous allez déverser votre colère, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre être, vous dites mais pourquoi je fais ça? C'est pas réellement ce que j'aurais voulu faire. Et en fait, on vous demande de ne pas réagir comme ça. Quand vous faites quelque chose de bien, quand vous allez aider quelqu'un mais dénué d'intérêt, ça va vous procurer un bien-être. C'est expansé au niveau de la gorge, au niveau du cœur, on se sent bien. Et c'est ça qu'on va vous faire ressentir. Il faut que vous engendriez du bien tout le temps. Moi, c'est comme ça que vous Oui, m'expliquez. il faut déjà avoir un niveau de conscience très Ah oui, élevé, ah oui. parce qu'il y a des personnes qui font le mal et que ça ne dérange Ouais. pas, Ils ne sont pas conscients. et exactement. qui ne sont pas conscients. Donc déjà, il y a une certaine évolution qui se fait sur la Terre. Alors, on part avec les bagages qu'on a remplis. Hein. Le train de la vie, c'est bien le train de la vie. Ouais. Plus on est chargé de beau, eh ben, plus de l'autre côté, on est dans la lumière. On est avec Est-ce que tu es d'accord? Alors, au-delà du religieux, hein, mais pour vous dire Sainte Catherine et tout ça, qui ont des comportements super bénéfiques. Et ils m'ont pas dit qu'ils étaient au 13. Alors, pas forcément au 13, vais leur mais qui demander sont ce très soir. très haut placés On a quelque des part. âges. Ils sont vibratoirement. Ils sont vibratoirement élevés. Oui, ils sont vibratoirement très élevés, bien sûr, bien sûr. Mais il y a certainement sur la Terre aussi des personnes qui sont vibratoirement très élevées, qui peuvent après être des maîtres ascensionnés très rapidement. Il y a des gens qui meurent et qui mettent un temps fou et qui sont en errance Oui. pendant très longtemps. Je pense que beaucoup, ou peut-être d'entre vous, vous avez regardé le film Non Solar, qui est vraiment un film culte par excellence. Eh bien, il y a des gens en errance. Alors, en tant que médium, nous contactons des fois, j'allais dire, ça s'est passé cette semaine, où il y a une personne qui est venue et elle m'a dit, donc de l'autre côté, eh bien, je dis, ben, il n'y a que 4 ans qu'il est monté dans la lumière et qu'il est dans la lumière et qu'il peut s'exprimer. Il dit, c'est pas possible, il est mort depuis 20 ans. Eh ben, il était dans le brouillard, on va le dire comme ça, donc il n'était pas passé dans la lumière. Et souvent, en médiumnité, ou certains d'entre nous, on aimerait parler à nos décédés en leur demandant qu'ils viennent nous aider, le père, la mère, le conjoint, etc. Mais ils ne peuvent pas s'ils ne sont pas passés dans la lumière. Voilà. Et donc il y a des niveaux. Plus ils sont élevés, et bien, plus ils peuvent nous Et aider. plus ils peuvent nous aider, oui. Voilà. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans les communications des fins, du coup, plus ils sont élevés, plus la communication est facile. C'est Tu as, ça. plus de précision. Mais ils ne viennent pas parler de je vais gagner au loto Ah non. ou de Ah mais non, est-ce vous que avez je mis vais ça. travailler. C'est Ils viennent nous aider sur votre chemin Ils de vie. viennent nous aider juste pour nous guider dans la lumière. Voilà. Voilà. Ceux qui viennent pour du concret basique, c'est qu'ils sont encore bien ancrés sur la Terre et qu'ils ont des vibrations terrestres qui pèsent encore. Alors, Tu es d'accord? Ah oui. alors, pour le coup, nous tous ici, est-ce qu'on peut, en ayant conscience de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'on a la capacité, pourquoi pas, comment dire, un peu de nous élever finalement, ou peut-être d'avoir un peu une perception? Est-ce que peut-être il y a une façon pour nous de ressentir en fait et peut-être
de ressentir un petit peu, ce que vous recevez vous comme, je dirais, quelque chose que vous avez développé. Est-ce que le Kidam a la capacité, entre guillemets, finalement, en ayant conscience de ces choses-là, de peut-être se détacher, parce que bon, de mon point de vue, alors après je parle comme un profane, mais un peu de se détacher de notre mental, quoi. Alors moi, on dit qu'on est tous médiums, mais puisqu'on vient de l'œil, on a tous en nous tous les dons. On est des artistes pointus, on est des peintres, on est des musiciens, on a tous tout, mais on n'est pas venu dans une vie pour expérimenter tous la même chose. Donc finalement, oui, il y en a qui peuvent, on peut tous avoir ces dons, on les a tous, hein, mais en même temps, on n'est pas forcément venu les développer. Donc il y en a qui ont des intuitions plus fortes, il y en a qui sont d'excellentes cartomanciennes, d'autres médiums, d'autres des artistes à un haut niveau, des voix magnifiques, des mains magnifiques. Il y a des mains pour soigner, et puis il y a des mains pour bien travailler, voilà. Donc, ça dépend ce qu'on a souhaité activer. Voilà, ça dépend ce qu'on est venu faire sur notre feuille de route. Et Cécile, du point de vue énergétique, est-ce que c'est peut-être pas plus, je dirais, par rapport à nos sens, peut-être plus facile à aborder par rapport à ce que toi tu peux ressentir et tu peux transmettre et tu peux accompagner. Tu vois, quand je parle des sens, parce que finalement, ce que nous avons, nous, je dirais, le plus évident pour nous, c'est nos 5 sens. Est-ce que peut-être ça pourrait pas commencer par là, ici et maintenant? Alors oui, je pense que même si on dit effectivement que tout le monde a des capacités, etc., après, moi quand j'entends ça, effectivement c'est vrai, mais là où ça m'ennuie, c'est que du coup, on le voit bien sur tous les réseaux, c'est que tout le monde, du coup, prend n'importe quel signe pour se dire, en fait, j'ai des capacités, je sens, j'entends, je vois. Et donc il y a une espèce de recherche éperdue en fait, je pourrais être médium aussi, mais j'y arrive pas, et qu'est-ce que... Et je trouve ça un petit peu... Et avant d'arriver là, je pense que la première chose à faire, et en tout cas moi, c'est ce que j'ai, c'est d'essayer de se connecter à soi. Juste à soi déjà. Et quand on parle des 5 sens, en fait on en a 6. D'accord? Donc déjà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à accéder à leurs 5 sens, parce que les 5 sens, entendre, voir, c'est une chose, le kinesthésique, ressentir vraiment, et pas juste ressentir c'est chaud, c'est froid, c'est ressentir à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Donc ça c'est l'essence. Et une fois qu'on a commencé à vraiment s'écouter, à faire attention à soi, eh bien il y a ce 6e sens qui va revenir. Parce que c'est le 6e sens, l'intuition, est quelque chose là que tout le monde a, mais qui est tu, qui n'est pas entendable, que ça fait partie des croyances limitantes que l'on a depuis tout petit, que les enfants ont, ils s'inventent une vie, ils jouent avec des personnages imaginaires, ils entendent des choses, certains voient des choses, et c'est quelque chose qu'ils perdent très rapidement après. Mais la première chose à faire, c'est effectivement s'écouter soi, se reconnecter avec ce 6e sens. Et déjà ça, c'est un super trajet. Après, être médium, chaman, guérisseur, etc. Les choses viennent si elles doivent venir, mais ça peut être autre chose aussi qui vient. Et c'est super. Et c'est très bien comme ça. Et voilà quoi, donc je pense que, et pour juste répondre sur la question de s'élever au niveau vibratoire, de s'élever, je pense que la première chose à faire, c'est déjà effectivement de se connecter à soi, s'aimer. C'est très difficile. S'aimer pour tout, pour le côté sombre et pour la lumière, parce que les deux font que l'on est qui on est, et on est juste unique chacun d'entre nous. S'aimer, c'est une première chose, et puis après, il y a plein de façons de s'élever. C'est effectivement par les soins énergétiques, on le fait, évidemment, mais après, il y a effectivement la gratitude, la bienveillance, avoir toujours un œil aimant sur les autres, etc. Et par rapport à ton parcours personnel, est-ce que tu as développé une intuition, des sensations, vu que tu étais dans la finance, comptable? J'étais complètement coupée de moi. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour partager. Alors, pour partager ça, effectivement... Est-ce que c'était dans la souffrance? Revenir à soi. Oui, voilà. Je pense que j'ai passé une 50aine d'années. Alors, coupée de moi, ça serait peut-être un petit peu violent, mais on va dire à côté de moi.
à avoir mis un espèce de couvercle sur peut-être qui j'étais vraiment et à me conformer à l'image d'Épinal de qu'est-ce que c'est que réussir, avoir une famille, un appart, etc. J'ai 4 enfants, tout ça. L'image d'Épinal était bien. Jusqu'au jour où l'univers il envoie autre chose, et il envoie quelque chose qu'on est forcé d'entendre. Et là, le message il arrive, il est clair, il faut l'entendre, et après on en fait quelque chose. Et effectivement, c'est se reconnecter à soi, se poser les bonnes questions. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir en fait ce qui était certainement là depuis toujours, à comprendre ce que je pouvais faire avec mes mains, à comprendre la façon dont je pouvais canaliser les choses. À comprendre ce que je ressentais lorsque je faisais les soins. Et aujourd'hui, non, j'ai pas eu peur, j'ai eu de l'impatience. Ça, c'est pire que tout. De l'impatience. Et ça, c'est pour tout le monde. Et les choses continuent à évoluer tous les jours. Des messages qui arrivent, de voir des choses, d'entendre des choses, de ressentir de nouvelles choses quand je fais des soins, etc. Donc, c'est quelque chose qui en perpétuer l'évolution. Moi, ça m'évoque deux choses. Platon en a parlé il y a déjà très longtemps dans le Ménon, quand il parle de la némésis, qui est la réminiscence. C'est que nous naissons tous avec tout, et que, passé un certain, tu le disais, dès que nous naissons, en fait, notre travail, c'est soit finalement de traverser la vie, soit de se construire pour justement retrouver toutes ces choses-là. Je ne sais pas si ça vous... Mais surtout, il n'y a pas le fait d'être l'excellence en tant que médium, parce qu'il y a des gens, tu vois, ils vont rechercher ça en se disant, bon, eux, ils entendent, ils voient, ils ont cette capacité extraordinaire qu'on vous fait découvrir à travers les films, et c'est toujours en écho avec l'ego de « je suis supérieur aux autres ». On peut traverser la vie, comme tu dis, mais parce qu'on a eu ce package, ce sac à dos qui nous a été fourni quand on est venu, et qu'on n'est pas obligé de développer des capacités, on peut traverser la vie en ayant un boulot lambda, et peut-être parfois juste en aidant une personne dans notre entourage ou autre, mais parce qu'on a eu juste des gestes bienveillants et ça aura suffi. Mais on n'est pas obligatoirement en train de faire un choc pour développer des capacités spirituelles ou autres. Il faut... mais on n'est pas extra parce qu'on est médium. Non, voilà. On n'est pas mieux qu'un excellent menuisier. On n'est pas mieux. D'abord, on a une grande responsabilité pour donner des messages justes. On ne peut donner qu'à travers le canal que nous sommes, donc l'important de la pureté de cœur. À travers la pureté du cœur, on peut donner des messages qui sont purs. Donc il faut faire attention à ça. C'est un travail, quand je dis un travail sur soi, c'est toujours se recentrer par rapport à se connaître, s'aimer. Et on peut donner que ce que l'on a. Notre verre, il est vide, on ne peut pas vous remplir le verre, c'est tout. Et on n'est pas mieux que... Il y a certainement des gens dans la salle qui exercent des métiers qui sont beaucoup plus top que médium, quoi. Parce que maintenant, c'est très à la mode, tout ça. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort ou est-ce que vous voulez les micros? Parce qu'au fond, vous entendez pas. Excusez-nous. Vous voulez le micro? Vous entendez ou pas? On ne parle pas assez fort? Ça va? Sinon, on utilise le micro. C'est mieux, hein? Non? Alors, Cécile, par rapport à... Alors, la deuxième chose, en fait, moi, finalement, de ce que vous avez exprimé, qui m'interpelle, finalement, est-ce que, finalement, c'est pas le regard des autres qui, justement, qui nous tire vers le bas et qui, finalement, fait qu'on oublie tout ça et qu'on passe à côté un petit peu je dirais, finalement, de notre bienveillance, de l'amour. C'est difficile de dire à quelqu'un « je t'aime ». C'est difficile de dire à quelqu'un « je me suis trompé ». C'est difficile de dire à quelqu'un « est-ce que tu peux m'aider ». Bien sûr, c'est très difficile. Je pense que, et je vais faire le parallèle avec les enfants, c'est que les enfants n'ont pas du tout ce filtre-là. Et donc, au départ, ils se fichent éperdument de ce que l'on peut bien penser d'eux et de l'image que l'on attend d'eux. Je pense qu'ensuite, effectivement, et en tout cas, ça, c'est ce qui nous concerne, mais je vois dans les gens que j'ai en consultation régulièrement, c'est effectivement le poids du regard des autres, qui est très important. Et je pense que c'est une des premières sources de travail qu'on doit faire, c'est que souvent, quand le poids du regard est aussi important et amène
à se conformer, à se restreindre. C'est comme si, moi j'ai le sentiment pendant peut-être un certain temps de m'être mis dans cette espèce de camisole de force, dans lequel j'étais très bien, hein, tout allait très bien, j'étais hyper heureuse. C'est par rapport à ce que tu expliquais que je suis venue sur ce terrain. J'étais hyper heureuse, tout allait très bien. Je n'ai jamais fait d'arrêt sur image, je ne me suis jamais posé de questions. J'avais une vie, un boulot, 4 gosses, enfin tout allait très bien. Sauf que effectivement, le moment où on commence à se... Et je pense que ça c'est lié à un manque de confiance en soi, quand on commence à se conformer au regard des autres. C'est un confort. Il y a un confort. Ouais, il y a un premier travail à faire qui est de la confiance en soi, de s'aimer et de se dire ok, et qu'est-ce qui se passe si je fais autrement? Et qu'est-ce qui se passe si je dis non? Non, en fait, il ne se passe rien. Juste, il ne se passe rien. Sauf qu'en fait, au départ, on n'ose pas dire non. On n'ose pas faire autrement, on n'ose pas sortir du rang et on essaye de se conformer à ce que les gens attendent de nous. Donc oui, c'est le regard des autres est très important. Et je pense que c'est le premier travail à faire qui est assez libérateur. C'est de se dire, en fait, si j'avais juste le courage d'être moi. Juste le courage d'être moi. Et déjà ça, c'est énorme. Mais parfois, pendant quelques années, on pense être nous. Oui, il nous arrive quelque chose. absolument. D'où l'importance de se plonger. D'où l'importance de se plonger vraiment. Et c'est ce que je dis en fait, c'est que très souvent, il est urgent d'apprendre à désapprendre. Et de prendre chacune des idées reçues qu'on a pu nous donner, parfois avec énormément d'amour, hein, et de se dire, ok, on m'a toujours dit que réussir, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment ce qui est important pour moi? Est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment le truc qui me fait vibrer? Et pas avoir peur de se dire, non, mais en fait, avoir un appartement là, en fait, je suis fou, en fait. Moi, j'ai une phrase pour ça. Est-ce qu'il vaut mieux réussir dans la vie ou réussir sa vie? Je ne sais pas, je l'ai entendu, mais je trouve que c'est très bien résumé. Qu'est-ce que c'est de réussir sa vie, en fait? C'est juste de vivre. Peut-être. Et de ne pas passer à côté de soi. Et ça, il faudrait l'apprendre tout petit. Oui, c'est là qu'il faudra apprendre ce que c'est que le bonheur. C'est ça. Pour faire Le bonheur, plaisir, c'est pas le plaisir, c'est pas la même etc. chose. On se conforme, l'enfant se conforme. Tiens, fais ça, tu fais plaisir à maman. C'est souvent ça. Tiens, ça fait plaisir à maman. Et quand l'enfant fait ce que maman veut, ben maman ou papa, hein, très très content. Et finalement, ben, on se construit petit à petit. Si je fais plaisir, on va m'aimer. Mais on va aimer la partie de moi qui n'est pas moi. Donc, j'en parle en connaissance parce que moi, je suis vite sortie du lot très jeune. Voilà. Donc, je faisais rien qui faisait plaisir à tout le monde. Et donc, c'était pas facile. Alors, ouais. Est-ce que peut-être il y a déjà un peu des questions sur cette première partie? Je vois une main qui se lève. Voilà, madame. Vous pourriez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Pardon? Alors, l'âme transcende la mort. L'âme est avant, pendant et après. D'accord? C'est l'âme qui est connectée, qui transcende la mort. L'esprit, l'esprit habite le corps, il est là le temps de l'expérience terrestre, si je puis dire, en tout cas de l'expérience qu'on est là. C'est la conscience de soi, c'est les émotions, c'est les pensées. C'est aussi ce contre quoi ou avec quoi il faut arriver à jouer, c'est-à-dire notre ego, gros travail aussi que l'ego. Donc voilà, c'est la différence. C'est des composantes de l'âme? Non, il y a vraiment le corps, l'esprit et l'âme. Le corps et l'esprit sont là pour une expérience et meurent. Voilà, à la mort, le corps il n'y en a plus, enfin, il meurt. L'esprit meurt aussi et l'âme perdure. Voilà. Il n'empêche que pendant une expérience de vie, en fait, l'esprit et l'âme doivent évoluer. Enfin, il faut les faire évoluer. Mais l'âme perdure et elle transcende. L'âme, c'est de l'énergie, en fait. Alors, pardon. Je sais pas si vous avez... En latin, c'est souvent associé. Alors moi,
me permettrait de donner mon avis. Vas-y. En latin, c'est associé à l'anima. L'anima, c'est ce que certains interprètent comme le souffle divin. C'est ça. Et ce que moi j'estime par rapport... Alors, les mots sont importants pour nous, mais en fait, en réalité, je crois que dans ce que vous nous expliquez, ils ne sont pas importants. Peut-être ce qui est important, c'est ce qu'ils véhiculent. Et moi, je ne vais pas utiliser les mêmes mots, mais pour ce qui me concerne, pour moi, l'esprit, c'est ce qui perdure. C'est ce qui est notre être et notre part du divin que nous sommes. C'est exactement ce que j'avais dit. Et en fait, je pense que l'anima, l'âme, c'est en fait finalement le souffle qui va nous permettre de faire le tour de nos vies ou de notre vie et de nous faire tout le temps en fait continuer à monter. Et notre corps finalement, peut-être c'est peut-être ici et maintenant le moyen de transport. Oui. En gros, pour moi, il y a le moyen de transport, le véhicule. Voilà, moi je suis un super lourd. Vous avez l'anima, l'âme, c'est le gasoil, c'est l'essence finalement. Et puis l'esprit, c'est le pilote. C'était- Non, Michel? Si, c'est exactement comme ça que je le vois. Vous le voyez aussi? Oui, tout à fait. L'esprit. Alors, L'esprit, c'est divin. maintenant, on va rentrer un peu. Il y a d'autres questions? C'est le souffle. Alors, ça y est. Madame a été plus rapide. Et la personnalité, là-dedans, elle est plutôt associée à l'esprit. Normalement, c'est là. Moi, oui. Bon, après, Alors, Nico, Ben, normalement, c'est l'âme. oui. Puisqu'on ne peut pas changer de l'autre côté, on garde notre nature d'âme. Et d'ailleurs, quand on est connecté avec nos proches défunts, enfin avec nos proches vivants, parce que c'est un peu compliqué ce mot défunt, ils gardent leur caractère, si on a été dur, si on a été rigolo, tout ça, on sent ça. Tout à fait. Donc pour moi, c'est plus lié à l'âme. Ouais, ça va avec l'âme. madame? Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je voudrais savoir s'il faut forcément passer par la souffrance pour se rendre compte de Pas forcément. Non. Hein, qui nous sommes. c'est un des... On n'a pas entendu la question. Alors, je répète la question. On n'a pas entendu. Est-ce qu'il faut passer par la souffrance pour pouvoir, Forcément, je sais pas. pour se rendre compte et pour pouvoir évoluer? C'est ça, madame? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, je dirais que oui, parfois, parce que lorsqu'on nage dans le bonheur, on ne se pose aucune question. Excusez-moi, lorsque votre vie, lorsque vous avez tout ce que vous souhaitez, pourquoi vous iriez chercher quelque chose de compliqué? Pourquoi vous iriez chercher ailleurs? La maison, elle est pleine, le mari, il est gentil, j'ai pas de problème d'argent, j'ai un bon travail, le patron, il me va, voilà. Donc pourquoi j'irais chercher quelque chose? Mais dès qu'il y a, de toute façon, dès qu'il y a un grain de sable dans le moteur, on s'arrête, on réfléchit et on se pose la question pourquoi. Et après, on peut redémarrer. Après, il y en a qui s'assoient à côté de la voiture et qui se disent Mais, qu'est-ce qui pardon, va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? même sans grain de sable, la personne qui a tout, qui est nantie, qui a tout, elle peut aussi tout d'un coup avoir peur que ça s'arrête. Alors il y a ça. Elle a déjà de la conscience. Donc cette personne, elle a déjà une conscience élevée. Elle peut aussi se poser des questions Oui, existentielles. vous avez raison. Suis-je Oui. dans ma vie? Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir un problème pour se mettre à réfléchir, quoi. Le problème, ça aide. Non, mais en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir une catastrophe ou des problèmes pour réfléchir et évoluer. De la même façon qu'il y en a qui ont des problèmes et qui décident de mettre ça sous le tapis, Oui. de ne pas réfléchir et de ne pas Oui. évoluer. Et il y a des gens, des personnes, j'en croise de temps en temps, qui sont extrêmement jeunes et qui ont déjà, qui sont déjà hyper éveillés, hyper conscients. Et donc en fait, je pense qu'encore une fois, on est tous différents. Donc il n'y a pas, enfin pour moi en tout cas, il n'y a rien de gravé dans le marbre, on est tous différents. Il y a Effectivement, aussi- quand il y a un gros clash. Effectivement, par rapport à ce que vous expliquez, madame, c'est qu'aussi, pour l'avoir lu ou vu, c'est que vous avez des gens en fait qui vont tomber dans des états de béatitude. Et finalement, c'est pas un choc ni émotionnel, ni physique, ni une porte dans la gueule. C'est un moment de grâce et ça va les transporter et ça va leur permettre. Moi, j'en connais des gens qui ont été, qui ont un moment de béatitude et qui ont changé de vie, mais parce que, et c'était pas à travers quelque chose de difficile, même si ça aide parce que ça accélère le mouvement. Ils ont eu l'illumination. Je sais pas le terme, en tout cas, encore une fois, c'est un mot, mais Oui, mais c'est ça. tu as raison. Après, je pense qu'en fonction de la personnalité des gens,
moi je vais prendre mon cas, parce que je ne parlais que de moi. Je pense que dans mon cas, je pense je ne sais pas ce que j'ai vécu, je ne sais pas tout ce que j'ai vécu avant, etc., mais je pense que la façon dont je m'étais inscrite dans cette première partie de mon expérience, il était nécessaire de me mettre un grand coup dans la figure pour que je commence à éventuellement me poser des questions. Sinon, je n'entendais rien du tout, quoi. Enfin, c'était, voilà, donc là, ça c'est plus lié à ma personnalité, à mon âme, donc, d'avant, qui était que moi, il fallait que je prenne un bon uppercut pour me poser les bonnes questions. Et ça, vous l'avez prévu aussi avant, dans votre venue. Donc vous avez prévu des moments pour percuter. Donc vous allez avoir un cancer. Il y a des personnes qui vont dire, oh là j'ai un cancer, il faut que je me pose des questions. Il y en a qui vont se dire, ben non, je ne me pose pas de questions, c'est juste lié à mon comportement, j'ai trop fumé, j'ai pas de chance ou machin. Et donc ils vont avoir un autre cancer, ou ils vont avoir un accident de voiture, tout ça. Et vous avez prévu ces moments-là pour réagir en fait. Ouais. Et en fait, l'expérience est renouvelée parce qu'en fait, ils ne traitent pas ce qu'il y a à traiter. Et donc, une fois que c'est traité, ça fait, permettez-moi l'image, ça fait comme une case un peu gauchée pour les prochaines étapes sur Terre, c'est-à-dire que vous avez pris un gros choc sur cette étape on ne viendra pas avec le même problème. La prochaine fois, vous effectuez peut-être ce gros choc parce que vous allez garder en vous sans en avoir. Parce que ça, ouais, parce la que prochaine ça m'a, incarnation. ouais, parce que ça m'a permis d'évoluer. Enfin, je veux dire, maintenant, je pense que la similitude, malgré les parcours différents, c'est que quand on arrive à faire ces choses-là, on est systématiquement dans le partage et tourné vers les autres. Et je pense qu'effectivement, l'évolution qu'il y a, en fait, ça a fait évoluer mon esprit, mon âme, et ça m'a inscrit dans un chemin de vie qui était certainement celui qu'il fallait que sur lequel il fallait que je sois. Et du coup, effectivement, cette évolution, elle est bénéfique pour la suite. C'est surtout que vous ne pouvez pas engendrer un chemin de vie, pardon, Cécile, en étant égoïste, égocentré. Vous ne pouvez pas vous dire avec votre ego, ah ben moi je suis sur Terre, ici sur Terre ce sont que les biens matériels qui m'intéressent, et du coup je vais gagner au loto, je vais voyager, je vais profiter et tout ça. En fait, comme on est un déjà de l'autre côté, on vous demande d'être aussi un ici et d'être bienveillant. C'est ça qui compte, on ne vous demande pas du tout d'exceller dans un côté égoïste, égocentré, matérialiste. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, si vous êtes enfermé dans votre vie, vous avez votre vie, votre enfant, vous excellez dans votre boulot, tout ça, vous avez fait plaisir à maman, à papa, vous avez été formaté par vos parents, par la société, vous avez suivi un schéma qui semble être l'excellence alors que pas du tout, vous allez forcément avoir quelque chose qui vous fait prendre conscience que y a des gens autour de vous qui existent et qu'on partage tous des émotions. On est tous reliés et c'est ça qu'on vous demande. Alors pas forcément faire Mère Teresa, pas forcément vous mettre dans un couvent, etc. ou aider tous les SDF parce qu'il y a des gens qui vont avoir ce comportement mais toujours par intérêt en disant là si je fais ça je suis quelqu'un de bien. Sauf que ça marche pas. Oui mais c'est par rapport à d'autres qui disent ah ben tiens tu as vu lui voilà, il est bien, il s'occupe de ci et ça. Pas avec le cœur, on vous demande toujours d'agir avec votre cœur. C'est très important, on est tous reliés par le cœur. Bon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai une petite question. Est-il vrai que nous serions des guides qui nous accompagnent tout au long de notre vie? On me dit très souvent que je suis protégée. Voilà. Alors, protégée, par rapport à mon point de vue, oui, on vient tous avec des guides qui changent au fur et à mesure de notre évolution. Vous avez des guides pour que vous appreniez plein de trucs au niveau de vos études, par rapport à des métiers, par rapport à plein de choses, et après ils changent. Là, Cécile, je pense qu'elle a changé de guide, du coup, elle n'est plus du tout avec les mêmes, elle a des guides qui vont plutôt lui permettre d'évoluer dans la guérison et le côté holistique. Vous avez aussi des anges, des archanges, mais dites-vous bien que vos proches défunts ne sont pas forcément des guides. Les proches défunts vont de l'autre côté, ils ont une évolution aussi à faire, ils ont aussi des stages de l'autre côté. Et souvent on dit, ah, c'est ma grand-mère, c'est mon guide, elle me protège. Il peut y avoir une protection, mais ils ne sont pas forcément dans des guides. Hein. Voilà. Et selon leur niveau d'évolution, ils ne voient pas. Moi j'ai eu des messages, ils n'ont pas accès à notre chemin de vie. Voilà. Alors moi j'ai reçu l'information. Nous avons un guide de naissance. C'est une âme, d'ailleurs c'est dans le jeu de cartes que Christophe a tiré. Le guide de naissance, c'est un ami. Donc il y a un message qui est très très beau sur le guide. C'est un ami avec lequel il m'a dit, moi j'ai lâché en route dans
Est-ce que tu as Je cherche. le guide? Il vaut mieux lire. Ce sera beaucoup mieux. Je ne transformerai pas. Moi. Quel numéro? Il faut chercher. Donc, alors on a un guide de naissance et on l'a toute notre vie. Mais comme dit Nicolas, ensuite, à mesure qu'on évolue, comme dans les classes, à l'école finalement, eh bien on a un autre guide qui vient se substituer. Allez, c'est bon. Donc là, alors, je vais juste lire. Si tu as tiré cette carte, tu as un guide. Tu le sais, tu l'appelles et lui parles souvent. Non, c'est pas ça, il vaut mieux lire. Le message. Oui, le message. Excusez-moi. Ah, ça y est, on se voit maintenant. Oui, pardon. Mon bonheur est de te voir heureux, de savoir que tu fais ce pourquoi tu es venu, de savoir que je suis là près de toi, que nous sommes unis, que tu écoutes. Je sais tellement mieux que toi ce qui est bon pour toi. Je suis ton ami. Appelle-moi souvent et pas seulement quand tu es en difficulté. Tu n'es pas n'importe quelle âme puisque tu es moi en toi et que je suis toi, ton aimé de l'intérieur, ton moi profond, celui qui te connaît de toute éternité. J'ai vécu plein de vies avec toi. Je suis monté plus haut, plus vite. Tu as lâché en route parfois dans la roue des karmas. Ne t'inquiète de rien. Ta vie est remplie. Tu es mon ami, une âme que j'ai choisi d'aider. N'aie crainte, va, je t'aime. Voilà. C'est bon. Voilà. Le message que j'ai reçu avec Jean. Voilà. Par écriture, je m'en rends. Donc c'est vrai qu'on a plusieurs vies. Plein de questions, moi je découvre. Où est-ce que vous positionnez le karma du coup par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Alors, comment vous décrivez le karma déjà? J'ai cru comprendre que c'était une sorte de justice un petit peu spirituelle qui remet un petit peu les choses en place par rapport à une personne qui se serait comportée en bien ou en mal, si je peux dire. Alors je me trompe sans doute, moi je... Non, Michel dit il y a une carte sur le karma. Une carte sur le karma. Non, mais j'achèterai le livre. Je cherche. C'est le schéma d'une vie passée, non? Alors, le schéma, Non, c'est le bagage qu'on amène. Ouais. Oui, On arrive avec C'est un le bagage de vie bagage. antérieure, voilà. C'est ça. Et c'est celui qu'on est. Alors, dans une vie, on vient se libérer d'une partie de ce karma. Mais depuis qu'on a vécu, avant qu'on ait allégé. C'est pas tout, forcément négatif, un karma. c'est quelque chose qu'on est venu apporter. Et si on vient pour le nettoyer, c'est bon. voilà. Mais on peut avoir, alors ça s'appelle des dispositions, c'est-à-dire dans le karma, on peut avoir. Je pense que aussi bien Nicolas que moi, nous avons été tous, on a été médium, on a été sorciers dans une autre vie. Et dans cette vie, comme on l'a mal fait, moi j'en suis sûre. Moi j'ai été à Paris, je vous assure, je suis venue une fois, je ne suis plus revenue depuis au moins 30 ans. Parce qu'une fois, je passais sur une place à Paris, je me suis vue la tête sur le bio, avec, vous savez, les bourreaux, là, ils avaient là, paf. Ça a été terrible. Donc, dans une autre vie, j'ai mésusé de mes dons. Et en mésusant de ces dons, je viens maintenant, dans cette vie, donner des messages d'amour et faire ce que j'ai à faire avec plein d'amour. Donc... Mais elle a raison, il y a le karma positif et négatif. Le karma positif, ça veut dire qu'on engendre un peu mon comme bagage, voilà. Plus de bonheur, tout ça, de positif attitude. Est-ce que ça s'appelle le karma? Je peux vous parler? Moi, je pense que j'ai été une mauvaise caissière parce qu'il ne faut jamais se mettre derrière moi au supermarché. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, quand je vais au supermarché, je vous l'ai dit, il ne faut pas se mettre derrière moi au supermarché, on est resté 20 minutes. Ma question qui suit, c'est quel est le libre arbitre par rapport au fait qu'il y ait déjà cette sorte de justice un petit peu divine? Alors, vas-y pour toi. Alors, le libre arbitre, ça veut dire quoi? Je peux acter quelque chose dans ma vie malgré le karma, malgré le bagage que j'ai. En tout cas, ce qui me dérange avec cette histoire de karma est qu'on est le résultat de plusieurs vies, quelles qu'elles soient. J'ai l'impression que du coup, les choses nous arrivent parce qu'elles doivent arriver et que c'est même plus nous qui sommes décideurs de notre propre vie d'une certaine manière. Donc du coup, j'aimerais bien être orientée sur ce mauvais discours que j'ai. Vous êtes décideur parce que vous avez choisi cette vie, vous avez choisi d'évoluer dans cette vie. Par contre, le libre arbitre, c'est j'accepte pas de me conforter à ce karma, j'accepte pas de guérir et d'aller vers ma libération. Et donc je ferme, et c'est là où il y a le libre arbitre. Et je dis toujours, ce libre arbitre, c'est le libre arbitre de guérir. C'est pas juste je choisis d'aller dans telle ou telle direction parce que en fait, je vibre une certaine énergie et avec cette énergie et cette émotion, je vais attirer à moi une autre fréquence énergétique qui va me faire évoluer. Et si je décide de guérir, je ne vais plus attirer cette énergie, je vais passer sur un autre rail. Je bifurque comme ça, de rail en rail. Donc c'est là où j'ai mon libre arbitre.
Et il y en a qui restent dans leur Mais négativité. on a son libre arbitre et tous les jours on peut prendre une décision ou une autre. Et surtout de guérir. Systématiquement. Bon, on verra un peu plus tard. On va faire avancer un petit peu Merci. On va faire avancer un petit peu. Et donc, moi, ce que j'aimerais, alors là, c'est plutôt pour Nicolas David et pour Michel. Nicolas David, quand tu reçois des messages, ça se passe comment? T'as un coup de tête, ça sonne. Ah ben oui, alors j'ai un but. Alors je peux vous dire, c'est quand vous le voyez, il commence à faire comme ça. Il commence à regarder sur le côté comme ça. C'est que ça vient. Alors, et on n'est pas tout seul. C'est tellement différent. C'est jamais de la même façon. Alors sur les lives, parce que je fais sur les réseaux sociaux, je suis en direct et je fais les contacts des fins en direct. Donc je ne regarde pas l'écran parce qu'évidemment il y a plein de gens qui écrivent et qui disent est-ce que vous avez ma tati Arlette qui est présente, qui est morte du cancer. Donc ça serait très facile pour Infomédium de dire j'ai une Arlette, elle est morte du cancer, elle est là, elle vous aime, elle vous envoie plein d'amour. Et ça je ne supporte pas ça. C'est pas être médium, donc du coup je ne regarde pas du tout l'écran. Ouais, ils sont malins quand même. Mais les gens, ils aiment ça, parce que du coup, ça va répondre à une attente où ils sont, voilà, ils sont tellement perdus qu'ils disent « Mais il l'a eu, en fait, elle me dit qu'elle m'aime. » Ben non, en fait, ça vient combler une partie de l'ego ou une angoisse, et du coup, je suis conforté avec un peu du vent. Et il ne faut pas s'attacher à ça. Donc, quand ils viennent, je sens une présence derrière moi, souvent. Après, je peux avoir des frissons, je peux avoir des images en flash dans ma tête, je peux avoir des odeurs, je peux avoir des sons, je peux avoir des paroles. C'est pas ma voix que j'entends, c'est vraiment une voix distincte. Et là, en ce moment, ce qui est très rigolo, c'est que les âmes se rangent comme deux par deux. Je ne sais pas si tu as vécu ça, Michel. En fait, lors des contacts des gens en live, il y a tellement de personnes qui sont connectées, il y a jusqu'à 1700 personnes, et du coup, j'ai plein d'âmes qui viennent, qui arrivent, et elles me disent, je veux passer un message, et j'entends un brouhaha derrière, et en direct, je fais, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous ranger? Il faut que ça soit aligné, parce que sinon, je ne vais pas capter les personnes. Et du coup, ça se range en fonction du niveau dont je parlais, de bienveillance, et là, ça commence un peu à s'apaiser, et je vais pouvoir entendre. La dernière fois, tu vois, sur mon live que j'ai fait lundi dernier, j'avais Christophe, et on me disait non, il y a deux Christophe. Alors, je dis ok, il y a deux Christophe. Donc il y en a un, il a 19 ans, il y en a un, il a 44 ans. Ils sont morts à cet âge-là, donc au niveau terrestre, et j'entends accident de voiture, l'autre alcool, crise cardiaque, il a une veste marron, c'est important cette veste marron, il a une ex qui s'appelle Stéphanie, c'était une relation passionnée, fusionnelle, tout ça. Et donc, après, je lève la tête et je dis voilà, j'ai ça, est-ce que ça correspond à quelqu'un de l'audience? Évidemment, pas juste Christophe, pas juste Stéphanie, pas juste le cancer, il me faut le package parce que moi, j'ai vraiment deux personnes derrière qui me poussent, qui font comme ça, il faut que tu donnes le message. Et donc, il y a des personnes qui vont essayer de gruger pour passer en direct avec moi. Évidemment, ils vont dire, ben, moi c'est Christophe, mais il n'est pas mort du cancer, il s'est suicidé, il avait une veste bleue, enfin voilà. Et en fait, on se dit, bon, ça va pas. Moi j'ai vraiment quelqu'un, je suis pas en train de c'est n'importe quoi. La blague, ouais. Et finalement, on retrouve les personnes et je passe les messages. Et les messages, c'est pareil. Je vais ou entendre, ou avoir un frisson, ou avoir une odeur, et je vais dire, là, la dame qui était passée en direct, elle me dit, oui, sa relation, son ex-relation, c'était Stéphanie, c'était très compliqué pour lui. Et c'est son frère, donc Christophe, son frère, 44 ans, il aurait 47 ans aujourd'hui. Et je lui dis, mais vous n'êtes pas bien apparemment dans votre vie, ça fait longtemps que vous êtes seul. Elle me dit, ça fait 4 ans que je suis seul, j'ai un petit-fils, j'ai un enfant, un fils. Et d'un coup, on me monte dans la tête, tu vois, je vois un pompier, et on me dit, c'est pas le feu, c'est son ex. Et je lui dis, mais votre ex est pompier. Elle me dit, mon Dieu, mon ex est pompier. Et elle me disait, je tremble, je ne sais pas quoi faire, je tremble. Et en fait, les messages des défunts, je ne sais pas si c'est pour toi la même chose, c'est vraiment accompagner la personne sur son chemin de vie, la rassurer en lui disant que ça va aller, qu'elle va bien rencontrer quelqu'un et qu'il y a un but. C'est pas juste je t'aime, je suis là, je te regarde, c'est super ce que tu fais, voilà, c'est pas coucou, et on ne vous envoie pas d'amour, hein, c'est vraiment pour vous guider. Est-ce que tu as à peu près les mêmes choses? Du tout. C'est vrai? Du tout, je pense qu'il y a quand même. C'est pas la même chaîne en fait. Là on a le câble et là on a le satellite. Non, du tout, je ne fonctionne pas comme ça. Là, c'est je te parle des lives sur les réseaux sociaux. Bah, oui, j'ai compris, moi je ne fais pas des lives sur les réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe pour vous, Michel? Moi, je sais quelques trucs, parce qu'on a un peu travaillé ensemble. Alors, moi, ce qui se passe, c'est qu'avant que quelqu'un vienne, c'est toujours codé. Les messages sont codés. Je ne sais absolument pas, c'est une phrase qui arrive. Je suis encore dans le brouillard. Je dirais ça, parce que
n'importe quoi. Je suis encore dans le brouillard. Donc la personne, elle arrive bien avant. Je donne un message codé. J'ai pas la signification. Et ensuite, comment je peux vous expliquer j'ai couru dans un champ de coquelicots. Quelqu'un me dit, j'ai couru dans un champ de coquelicots. Et ensuite, petit à petit, est-ce que ça parle à quelqu'un? Donc, il y a quelqu'un avec les coquelicots qui a le souvenir et tout ça, il lèvera le doigt. Et après, j'ai ma télé qui fonctionne. Mais moi, je ne peux pas, en médiumnité, ceux qui me voient, je suis toujours obligée de fermer les yeux. Parce que ma télé, elle est sous mes yeux fermés. Et le fait de voir le corps physique me dérange, y compris de voir les photos. Je n'aime pas voir les photos, parce que sur les photos, l'image, elle est figée. Tandis que de l'autre côté, ils ne se présentent jamais à l'âge où ils sont partis. Donc, c'est très difficile. Et ensuite, moi, il faut que j'ouvre le canal. Je leur dis, vous ne venez pas dans le train, vous ne venez pas me déranger, je suis en train de manger. Mais enfin, c'est arrivé que, en plein repas, parfois, j'agresse une personne en lui disant top, 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 top. Et en plus, je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai dit. Parce que ça passe à travers nous. On est quand même des canaux, des messagers, des canaux. Et donc, on donne un message et je ne sais pas du tout. On rentre dans une sorte de transe. Mais c'est exactement... Je fais exactement ce que je faisais avec Jean-Luc. Là, on peut en parler du coup. Alors, Jean-Luc, donc je suis passée du docteur Wimec, donc de la thérapie manuelle. Holistique. Alors, Jean-Luc était en pleine déprime et un jour, un repas de famille, je le regarde et je sais qu'il faut qu'il vienne chez moi pour que je le soigne. Donc, je lui dis, venez. Donc, Jean-Luc, il vient une semaine après. Il vient, il s'installe, ni oui, ni merci, ni rien, il repart, c'est bon. Je le vois arriver une semaine après. Et un jour, je pose les mains sur lui et il quitte son corps. Donc ça a un nom spécial, en médiumnité. Décorporation. La décorporation, c'est mieux que ça. Parce que lui, il est médium. Lui, il est médium et il ne peut accéder à sa médiumnité qu'à travers le filtre de mes mains. On va dire comme ça. Donc, je pose les mains sur lui, il quitte son corps. Et pendant 7 ans, nous avons vécu des expériences extraordinaires, puisqu'on a même allé avec lui, on est allé à Genève. Ma mère, en écriture, elle me disait, quand je viens en toi, je pèse 27 grammes. Et ce qu'elle me dit, tu pèses 27 grammes. Moi, il y a 30 ans, quelqu'un qui pèse 27 grammes, je ne savais pas du tout que l'âme, elle avait un poids. Mais l'âme, elle a un poids, si elle est allégée, elle pèse lourd. Et si elle est légère, elle ne pèse pas beaucoup. Donc après, il a contacté Padre Pio. Donc Jean-Luc, j'ai écrit le messager que Recette a édité volontiers. Comment j'allais dire, il parlait araméen, la langue du Christ. Il parlait comanche, je ne comprenais rien du tout. Donc je lui disais traduit. Et ce dont je suis persuadée, c'est que dans les temps à venir, on va parler tous en télépathie. D'ailleurs, quand on est dans l'amour de quelqu'un, il suffit quand vous êtes dans l'amour le vrai, l'amour absolu, vous regardez quelqu'un et vous savez exactement ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut vous demander. Donc, vers la fin de sa vie, nous avons travaillé ensemble pendant 7 ans, c'était toujours codé. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Je lui parlais en télépathie, donc je lui posais une question et lui, il me répondait à haute voix. Et j'ai 50 cassettes enregistrées avec tous les messages et tout ce que nous avons vécu. Et je vous donne un exemple très simple de codage. Un jour, je dois aller avec mon mari, il voulait retrouver dans les Vosges la maison de ses parents. Et je pose la question à Jean-Luc, je lui dis, écoute, on va dans les Vosges, est-ce que tu peux donner le message où trouver, à Saint-Dié, de quel côté trouver la maison de ses parents? Et il me dit, là-bas, tu trouveras le paradis. Là-bas, tu trouveras le paradis. Et je peux répondre comme ça à quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va à Saint-Dié, et puis on cherche que tu chercheras. Il n'y a pas marqué à la mairie le lieu qui s'appelle le paradis, où on peut trouver les origines de la famille Marshall. Et puis on va au cimetière, et en parlant avec quelqu'un, elle nous montre dans le coin, elle me dit « Ah, mais là, c'est un quartier qui s'appelle l'enfer, l'autre, il s'appelle le purgatoire, et l'autre, il s'appelle le paradis. »
On est allé à cet endroit et on a trouvé. Donc, derrière les messages qui sont quand même d'un naturel très élevé, moi je ne donnerai jamais comme information, vous allez retrouver un travail. Non, les messages sont codés et assez élevés. Et en même temps, ils aident sur leur chemin de vie. Voilà. Et puis Jean-Luc, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus à quelle personne, il a été malade. Il devait être commercial de Dieu et il voulait rester commercial de terre. Hein. Ben, la maladie s'est posée sur lui. Il a eu le message avec le nom du médicament qu'il devait donner au professeur à Marseille. Je lui ai dit, tu as bien noté, je te le fais réécouter. Parce que lorsqu'il sortait de la transe, au début, il ne croyait pas que c'était vrai. Il me disait, t'as triché, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce qu'il ne croyait en rien, hein, quand la première fois. Il croyait en Dieu? Et il était catholique, il avait été baptisé, c'est tout. Voilà. Les prières, il ne les savait pas. Il m'a expliqué avant de la médiumnité, il se signait. Il m'a expliqué comment recoudre le corps de quelqu'un. Et quand je lui disais, après chaque opération, il m'a expliqué, il m'a dit, il faut que tu prennes ton cristal et tu fais comme ça, comme ça. Il était en état de transe, hein, donc lui, il savait rien du tout. Et quand je lui expliquais qu'il avait fait ça, qu'il avait dit ça, il me disait, c'est pas vrai. Parce que sa voix n'était pas sa voix courante. Donc heureusement, on a eu des personnes qui sont venues, pas qu'avec moi, et qui ont bien vu que c'était exactement ce qu'il donnait. Et donc, il n'a pas donné le nom du médicament. Et quand on lui a donné, quelques mois plus tard, ce médicament, la descente était amorcée. Et j'ai eu, merci Jean-Luc, vraiment, je vous assure qu'il est là. Et j'ai eu le bonheur de vivre sa mort en direct. Donc, il était à l'hôpital des Marguerites à Marseille. Il m'a dit qu'il partait. Je sais très bien comment ça se passe quand on meurt. Et il m'a expliqué, il m'a empêché de dormir pendant 8 jours où il n'a pas été incinéré. Parce qu'il me disait, le jour, tout le monde passe à moi, et la nuit, il est tout seul. Donc, il m'empêchait de dormir pour que je sois avec lui. Et quand il a été incinéré, il avait très, très, très peur parce qu'il avait brûlé dans son corps, et il avait très, très peur de l'incinération. Et il me dit, dis-leur, je ne veux pas. Et ben, je lui dis, mais moi, je suis une amie, je ne suis pas de la famille. Donc, je n'allais pas dire à sa femme de ne pas l'incinérer. Donc, je me retrouve à l'incinération, je suis à côté de lui, et il m'attrape, parce que de l'autre côté, quand ils ne sont pas passés dans la lumière, leur corps, comment on peut expliquer ça, leur corps éclairé, mais leur corps encore tout près de la terre, avec des vibrations très puissantes, peuvent nous faire mal. Donc, il m'a enserré, j'avais très, très, très mal. J'ai dû sortir quand le cercueil est passé pour être brûlé. Et ben, je sors, il arrive de suite, il me dit, t'as raison, ça fait même pas mal. Voilà. Et après, ça a continué. Voilà. Ben, écoutez, je vous conseillerais, parce que c'est une véritable Bible, ce livre, parce que c'est vrai. Ça s'appelle Le Messager, vous pouvez le trouver sur Nombre 7. Librairie.nombre7.fr. Le Messager, c'est un très beau livre parce qu'il apprend, il est descendu dans les mondes de l'ombre. Une fois, quand on était à Genève avec Sylvie Détiola, je posais les mains et il se réveille, il était vraiment, vraiment pas bien. Et il me dit, tu sais, les mondes de l'ombre, c'est encore pire que le clip de Michael Jackson. Et il me dit, il a mis beaucoup de difficultés. Et quand il était malade, il me disait, dis-moi que je n'irai pas. Mais tu ne peux pas y aller. Tu as contacté Padre Pio, tu as contacté Sainte Thérèse, tu as contacté aussi, pas uniquement des grands saints, mais il était très élevé spirituellement. Et sur Terre, en fait, il était terre à terre. Plus que ça, dès qu'il quittait la chambre des anges, c'est là où je suis, quand je fais les soins, il était vraiment, il ne me connaissait pas, hein, il était macho. Il ne me connaissait pas, il était très terre à terre. Il buvait, il mangeait, il faisait l'amour, mais il avait une vie normale jusqu'à ce qu'il soit malade. Il était par contre très, très gentil. Il avait un cœur d'or, il était d'une générosité extrême. C'est pour cela d'ailleurs que ça se passait comme ça. Donc il m'a laissé cet héritage de
codage dans la médiumnité. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Cécile, toi, dans ta pratique holistique, est-ce que ça t'arrive déjà d'avoir des phénomènes un peu comme vibratoires ou des phénomènes un peu comme a vécu Alors moi, mes sensations, elles sont, en tout cas pour le moment, majoritairement kinesthésiques. C'est vraiment des ressentis dans mon corps. D'avoir mal à un endroit. Quand je me connecte à quelqu'un, je vais avoir mal à l'épaule, au bras, dans le ventre, etc. Donc je ressens les douleurs en moi. De la personne. Oui, ouais. Et puis après, mais là encore, c'est en perpétuelle évolution. Il m'arrive d'avoir des mots qui arrivent, alors c'est toujours difficile de dire des images parce qu'on s'imagine que c'est des vraies images, mais c'est comme une espèce de vision et qui devient je sais pas, on arrive tout d'un coup à voir ce que c'est et à poser un mot dessus. Donc oui, ça m'arrive de plus en plus souvent. Et puis après, il y a des périodes dans lesquelles tout d'un coup, pendant une semaine, c'est moins. Et puis ça revient. Donc effectivement, ce soit... ça m'a permis d'identifier des choses d'endométriose, de problèmes au cerveau, voilà, c'est un mix de ressentis et de mots ou d'images qui viennent. Si je peux dire, donc vous avez le lien. Par exemple, une personne peut venir pour des migraines et vous avez un ressenti au ventre de quelque chose. Cela veut dire que alors l'origine peut-être de la migraine peut se trouver dans le ventre, c'est ça? Alors, j'essaye de poser le moins possible le mental. Non, mais quand vous ressentez, mais justement, en fait, c'est que je vais donner un exemple. Les gens au départ viennent effectivement pour quelque chose en particulier. Ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que le soin dure à peu près une quarantaine de minutes. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Moi, je ne suis de la même façon que vous qu'un messager, qu'un canalisateur. Donc, je canalise l'énergie, c'est pas mon énergie que je travaille. Je canalise une énergie et je soigne avec ça. L'énergie a une conscience et une intelligence. Elle va se placer là où le corps en a besoin. Donc, je vais donner un exemple. J'ai une jeune femme qui vient pour des problèmes assez, on va dire, classiques que tout le monde a plus ou moins un moment ou un autre, des problèmes de confiance en soi, des problèmes émotionnels forts, etc., etc. Et je commence le soin. Et au moment où je commence le soin, très rapidement, je commence à avoir mal au ventre. Et je commence à avoir un problème de sang, mal au ventre, etc., etc. Donc je fais tout le soin. Et on passe toujours un quart d'heure, 20 minutes à débriefer ensuite de ses ressentis à elle, de mes ressentis à moi, etc., etc. Ben, en fait, il se trouve qu'elle était venue pour quelque chose. Mais au moment où j'ai fait le soin, la priorité énergétiquement, c'était de venir traiter ce problème féminin d'endométriose. Et au bout de 2-3 séances, elle m'a fait un message en me disant voilà, j'ai l'impression que mes ovaires sont au point neutre enfin. Elle n'était pas venue pour ça au départ. Donc en fait, je ne peux pas dire je vais soigner quelqu'un, en tout cas aujourd'hui, ça évoluera peut-être. Aujourd'hui, je ne vais pas dire à quelqu'un je vous soigne de votre migraine. Ce que je fais, c'est que je suis hypnothérapeute aussi. Donc effectivement, quand il y a des gens qui venaient pour l'hypnothérapie, je pouvais aller poser une rustine ou un pansement là, pile poil, on me demandait. J'ai arrêté l'hypnothérapie justement parce que la partie énergétique, en fait, elle va travailler l'entièreté de l'être. Donc justement, le sujet, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Et elle traite tout en même temps et elle va se placer là où les priorités sont. Donc c'est pas nécessairement moi qui décide au départ, mais c'est l'énergie qui travaille. Et différents énergéticiens, donc je sais qu'il y en a dans la salle, que je connais, on ne capte pas les mêmes choses. Et on peut faire une séance sur la même personne, on ne va pas forcément capter la même chose, et on ne va pas forcément envoyer la même chose. Et la personne qui est sur la table ne va pas forcément ressentir la même chose. Donc c'est très... Et moi je suis les deux à la fois. Et oui, vous êtes un peu la synthèse. Moi je suis la synthèse des deux. Ouais. Je fais de... Voilà. Et Nico, ça t'arrive des fois, je dirais, comme disait peut-être tout à l'heure aussi Michel, tu es en train de déjeuner, de dîner avec des amis, et puis tiens, paf, tu as des trucs qui arrivent, et puis c'est un peu compliqué.
Ça t'est arrivé en vacances, ouais, c'est pour ça que j'en ai entendu parler. Donc, En fait, je fais comme Michel, je demande la connexion ou je la ferme. Ouais. Je demande à ne pas être pollué tout le long. Et la nuit aussi, parce que ça m'arrive d'être réveillé la nuit pour libérer les âmes. Ça, c'est pas évident. Je sais pas si tu l'as vécu la nuit aussi. Oui. C'est perturbant. Moi, j'aime bien dormir. Quand même, parce que c'est très important pour que je récupère. Même si je dors pas énormément, mais j'aime bien dormir. Ça m'est arrivé du coup en dormant, mais vraiment profondément, d'être réveillé par un bruit qui disait priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Et du coup, j'étais comme ça, je colmatais et j'ai prié. Du coup, je prie ce qui ne va pas avec la religion normale, la médiumnité, la voyance, hein, mais je suis croyant aussi, donc j'ai prié Notre Père et je salue Marie. Et une fois que j'ai prié, parce qu'il y avait vraiment cette personne qui sortait de mon lit, c'était un homme, ça s'est libéré, je me suis endormi. Et sinon, donc, du coup, dans ma vie de tous les jours, là, nous étions en Grèce et on fait une virée en catamaran, donc du coup en petit groupe. La personne qui nous accueille, c'est tout en anglais, donc Elisabeth nous accueille et nous demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Je ne réponds pas forcément à cette question et je dis une boutade. Et elle me dit « Ah, mais je le savais, je suis médium », donc elle parle en anglais. Et je fais « Alors non, si je suis désolé, mais là pour le coup, je suis vraiment médium, c'est moi qui suis médium. » Donc je lui montre mes réseaux sociaux, tout ça. Elle me dit « Mais non, mais vous rigolez ?» Je fais « Non, mais c'est vrai. » Et j'ai senti qu'elle avait perdu son père. Et je me suis dit, bon, j'ai ces ressentis, je vais les laisser, tout ça. Et elle est revenue plusieurs fois sur le catamaran en me disant, vous pouvez pas partir sans m'avoir dit quelque chose, c'est pas possible. Et évidemment, les anges, la vie fait en sorte que tu te retrouves seul avec la personne. Donc, je voyais qu'il n'y avait plus personne autour de moi. Je fais, bon, Elisabeth, je peux vous parler? Elle me dit, oui, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, j'ai des messages à vous faire passer, donc vous avez perdu votre père, c'est ça? Oui, j'ai perdu mon père. Il y a une personne qui se comporte très mal dans votre entourage, c'est plutôt du côté féminin. Elle est très égoïste, très égocentrique, beaucoup dans l'intérêt. Elle a un problème avec l'argent. J'ai un mot, j'ai Elia, Elena, Eliana. Elle me dit Eliana, c'est ma sœur. J'ai fait ok, donc c'est votre sœur, elle se comporte très très mal. Est-ce que vous avez un stylo? Votre père, il vous demande d'écrire en grec. Donc elle est grecque à la base et elle parle anglais. Et donc elle me donne un papier, un stylo et je gribouille un truc avec un E, avec un P, avec je sais pas. Et il me dit, c'est ça, il faut qu'elle fasse ça. Et du coup, elle fait les yeux comme ça. Je dis, vous n'avez pas de problème médical apparemment, mais il faut faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines? Elle me dit, il y a 3 semaines, j'ai eu une problématique, je suis allé à l'hôpital, j'étais de toutes les couleurs, ils ont fait des prises de sang et ils en ont trouvé. Sauf qu'à un moment donné, ils m'ont dit, vous êtes en déshydratation sévère et il faut boire. Et en fait, ce que vous avez écrit, c'est boire à l'impératif en grec. Là, j'ai dit, ah, ok. Et je ne savais pas écrire grec, je ne sais pas tout ça, tu vois. Donc, j'ai continué à donner des messages et ça m'arrive de temps en temps. La dernière fois que ça m'est arrivé aussi, je ne sais plus quand c'était, mais ça m'arrive quand même assez régulièrement. C'est comme si tu avais une force qui te poussait. Tu ne devrais pas être intrusif. Ah ouais, et on est obligé de dire ce truc. Et les personnes sont souvent comme ça, d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils veulent. Et comme c'est super précis, ils ne peuvent pas se dire, bon, c'est du chiquet, quoi. C'est incroyable. Et oui, ça m'arrive aussi en repos. Et oui, la guide, mon Dieu, on avait pris une guide aussi à Athènes pour visiter l'Acropole. Et donc, on arrive vers cette guide, une dame, je ne sais pas, une 50aine d'années, et elle me dit juste bonjour. Et je la regarde, je fais bonjour, vous avez arrêté de fumer? Elle fait quoi? Pardon? Ah, parce que vous l'avez entendu à ma voix? Je fais en même temps, mais elle juste dit bonjour, donc non. Hein. Et dans ma tête, je voyais 3 paquets de cigarettes. Je voyais que toute la langue, elle avait le cancer de la langue, elle était toute noire derrière. Et je me disais, pourvu qu'elle s'arrête de fumer, parce que vraiment, elle ne va pas s'en sortir. Mais je ne lui ai pas dit. Je vais dire, ben, moi, je suis médium et je sais que vous allez mourir. C'est super, au revoir, à bientôt, soignez-vous. Oui, c'est exact. Ouais. Donc, on est des femmes psychologues aussi. On a, entre guillemets, un pouvoir sur les gens. C'est ça. Donc, mais on a cette humilité d'être connecté à notre cœur pour donner les messages, parce que si vous n'êtes pas humble, il n'y a pas de message. Il faut savoir que ce n'est pas dans l'ego. Et il faut savoir amener des éléments, parce que si la personne, on la voit un peu se dégrader, on va dire prenez soin de vous, peut-être il faudrait faire un peu des examens médicaux, tout ça, mais on ne va pas dire vous allez mourir. Il y a des gens que tu ne peux pas forcément dire, c'est pas le moment. Ouais, c'est pas le moment. Est-ce qu'il y a quelques questions? Madame, au fond. Vous avez parlé justement de mettre le mental de côté. Comment vous avez réussi à... J'entendais ce dire. Est-ce que c'est le cerveau qui parle? Ah oui. Comment on met le mental de côté? Est-ce que c'est le cerveau qui parle? Alors, comment on met le mental de côté? Est-ce que c'est le cerveau qui parle ou est-ce que c'est notre conscience? Alors, par rapport notre à esprit. la captation? Non. Par rapport à la vie de tous les jours? Ah. Ben toi, tu connais bien la différence entre quand tu as été guidé? Tu as senti la différence ou pas? Mettre le mental de côté, c'est très compliqué. C'est très très compliqué.
très longtemps à trouver le bouton off, en fait. J'ai beaucoup lu, de façon étonnante. Il y a des livres qui m'ont beaucoup aidé à comprendre ce que c'était que l'ego, et c'est hyper important. Je pense en particulier au livre d'Eckhart Tolle, que ce soit L'Instant Présent ou Nouvelle Terre. C'est un petit peu difficile, mais qui est extrêmement puissant comme livre. J'ai aussi mis du temps à comprendre qu'en fait, le cerveau, c'est un outil magnifique, puissant, etc. Mais il y a un pilote à bord. Et on est le pilote. Et donc, en fait, le cerveau, par facilité, il va systématiquement aller soit dans le futur, soit dans le passé. C'est ce qui est plus facile pour lui. Le futur, c'est le stress, l'angoisse, l'incertitude, etc., etc. Et le passé, en fonction des expériences, c'est souvent de la mélancolie, de la haine, du ressentiment, enfin tout un tas d'émotions diverses et variées. Donc en fait, comprendre ça et comprendre aussi que en fait, l'instant présent, c'est le seul moment de pouvoir que l'on ait. C'est dans l'instant présent que l'on aime, que l'on rit, qu'on chante, que l'on a toutes les émotions et qu'on peut profiter et vivre. En fait, la vie, elle n'est que dans l'instant présent. Et je pense que ça, c'est hyper important de le comprendre pour calmer le mental. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'instant présent et qu'on comprend qu'en fait, le bonheur, le fameux bonheur après lequel tout le monde court, le bonheur, c'est pas un gros truc. Le bonheur, c'est plein de petits instants. Et les petits instants, ils sont juste là, maintenant. Et à partir du moment où on arrive à s'ancrer dans le présent et comprendre que le bonheur est juste là, ben en fait, on ne peut pas être dans l'instant présent et se concentrer sur le fait que là, par exemple, Nico est en train de me regarder comme si, etc. Et en même temps, avoir le mental qui cavale et qui part. Qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je faisais avant-hier? Et là, je suis tellement triste, il ne m'a pas appelé. Et demain, est-ce que... Voilà. En fait, c'est tout ça, ça s'en va à partir du moment où on arrive à s'ancrer, être là, réveiller tous les sens, y compris le sixième, et comprendre que, en fait, c'est chaque petit instant, là, maintenant, tout de suite, qu'il y a une parcelle de bonheur et qui neutralise, en fait, les pensées. Et les pensées, l'ego est neutralisé justement par la capacité à rester dans le présent. À partir du moment où vous êtes dans le présent, vous neutralisez l'ego, vous neutralisez les pensées. Donc du coup, on est plus pollué et vous pouvez être attentif à ce que vous dites les guides. Mais ça n'est pas facile. Mais oui. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est méditer. Je pensais que c'était un truc de zinzin. Je trouvais que c'était un truc pour les gens perchés. La première fois que j'en ai fait, ça a duré 1 minute. Au bout d'une semaine, j'avais le téléphone à côté, je tenais 3 minutes, j'ouvrais les yeux, je me disais, là, 3 minutes, c'est pas possible, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que j'y suis. Et en fait, là aussi, il faut agir avec énormément de bienveillance avec soi et prendre la minute quand on l'a fait. Et le lendemain, on le fera peut-être encore 1 minute, peut-être 1 minute et demie, et c'est ok. Et puis peut-être il y a un jour on n'a pas envie d'en faire, mais c'est comme le sport en fait, c'est tous les jours un petit peu. Et ça permet de... Voilà. Et on devient meilleur, enfin, de plus en plus performant, ou en tout cas on y trouve de plus en plus d'apaisement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on va parler des vies antérieures? Ah. Moi, j'ai des messages et j'aimerais partager, ça me trouble beaucoup. D'accord, ben on vous écoute alors. Ah. Oh, je vais essayer de faire vite. J'avais à peu près 7 ans et je disais je suis la reine de Saba. Alors, mon père et ma mère se sont demandé d'où ça sort. Ça m'a jamais quitté. Et voilà que j'ai 20 ans, je suis chez le dentiste et le grand patron passe avec ses étudiants derrière. Il nous regarde la bouche, on était plusieurs patients. J'ai dit s'il enlève pas son doigt, je vais vomir. Allez comme ça. Et puis venez, regardez, il leur dit, vous voyez là, il me dit, madame, il y a du sang noir dans votre famille, je lui fais non. Il me dit, madame, je vous demande pas, je vous dis. Je lui dis non, je vous dis que non. Il me dit, madame, si. C'est très, 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 très ancien. Vous en avez les traces, petites pointes, dans votre gencive. Bon, alors, je suis un peu troublée, j'arrive à la maison, je raconte ça. Tout le monde rigole. Et moi, ça m'agace un peu, quoi.
Et puis, une autre fois, quelques années après, je suis chez le coiffeur. Tout d'un coup, il y a une page où il y a 6 noirs, des portraits, hommes et femmes. Je les reconnais, je les connais tous. J'arrache la page, j'arrive chez moi, je dis voilà, c'est fou. Et mon mari de l'époque me dit, il rigole, il me dit ah, ben c'est l'Éthiopie. Je lui fais alors, il me dit mais tu es une inculte quoi. Madame la reine de Saba, tu sais pas que c'est l'Éthiopie? Je dis attends, je suis troublée, c'est l'Éthiopie. Et là je sors encore une connerie, je dis mais c'est des photos. Il dit mais si tu crois que toi tu peux être réincarné, peut-être que eux aussi, non? Donc j'ai ça en moi tout le temps, et j'ai divorcé 3 fois parce que je suis toujours à la recherche de Salomon. Évidemment. Voilà. Alors c'est très troublant. Je crois que je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas en dire plus. Mais c'est très, très bizarre, ça. Alors après, j'ai acheté le livre de Marek Alter pour apprendre qu'est-ce que c'était cette femme, puisque je dis que c'est moi, Makeda. Et alors, c'est encore des choses qui me bouleversent. C'est que je ne bois le café que très bouillant, et elle aimait boire que très chaud. Je n'aime que le jus de raisin frais, je n'aime aucun jus de fruits. Et elle en sent gavée tout le temps. Elle écrivait des chansons. C'est mon métier, je suis chanteuse. J'écris tous mes textes de chansons. C'est troublant, elle écrivait des chansons. Elle était passionnée par les mots. Et c'était une guerrière, évidemment, hein, une battante, une emmerdeuse comme moi. Voilà. Donc tout ça, c'est troublant. Alors elle était noire, à la peau claire, et je suis une blanche à la peau mate. Hein. Bon. Non, voilà, donc je voulais partager ça avec vous, parce que tous ces trucs-là me perturbent un petit peu en même temps, parce que je vis avec ça. Et est-ce que vous le vivez bien ou est-ce que vous le vivez pas bien? Non, je le vis très bien. C'était oui et non, c'est excitant et en même temps je suis pas à ma place. Là, c'est pas fini. Quelque chose m'attend, peut-être justement Salomon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous l'avez retrouvé, Salomon. Voilà. C'est bon, je crois. Et voilà, c'est fou, mais c'est fou. Merci pour ce témoignage. Bah écoutez, il est bizarre. Hein. Bon. Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole avant que nous concluions? Oui, Céline. Moi, j'avais juste une question pour tous les trois. Est-ce que ça vous fatigue lorsque voilà, vous ouvrez les canaux, vous discutez avec les gens, vous passez le message, est-ce qu'après vous vous sentez fatigué? Pas du tout, en fait. Moi, pas du tout, je suis même régénérée. Quand on touche la lumière, on est régénéré. Je dis souvent, j'ai la main pleine de boue, je vous donne la main, vous avez de la boue. Quand on ouvre les canaux de lumière, de médiumnité lumière, hein, je dis donc pas le bas astral ni rien du tout. Quand on fait ça dans le cœur, on met la main dans la lumière. Vous vous rendez compte? On est juste imbibé de cette lumière. Et nos cellules, c'est pour ça que je vous disais au début, je suis drôlement mieux maintenant que je l'étais il y a quelques années. Plus on touche la lumière, plus on devient lumière. Donc non, ça fatigue. Enfin, moi, ça ne me fatigue pas du tout. Et même en vacances, je me débrouille toujours pour me retrouver en train de... Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui ne serait pas bien et que... Ah ben, bravo. Tout va bien dans ta vie? Non? Ah ben viens, on va parler. Et que je pourrais aider parce que ça me manque. Alors, c'est pas une drogue, bien sûr, mais ça me manque. Et toi? Oui, je comprends. Alors moi, je ressens pas du tout de la fatigue quand je suis connecté. C'est vrai que ça c'est un peu plus amplifié. Par contre, si évidemment j'en fais 7 par jour, là je vais être fatigué puisque ça va dépendre de l'intensité aussi énergétique du défunt. S'il n'est pas forcément très élevé, ça va pas être très fluide. Donc je vais essayer de forcer la connexion. Je vais essayer de demander des passes droits pour avoir des connexions, pour avoir des messages. Là, ça peut me fatiguer, donc j'essaie d'en faire 4 à 5 maximum par jour, mais d'une demi-heure. Hein. C'est-à-dire que par jour, je peux faire maximum, en gros, 3 heures de connexion, de médiumnité ou de voyance. Mais comme le dit bien Michel, quand je suis en repos, j'ai ce surplus d'énergie qui fait que il doit être vidé d'une manière, en fait. Donc parfois, peut-être c'est pour ça qu'on a se connecter à d'autres personnes. Ou alors, je suis désolé de vous le dire, mais c'est quand même beaucoup lié au charnel aussi. Cette énergie qui est intense, comme je vais puiser dedans dans mes connexions, le soir, je ne vais pas forcément avoir envie de me retrouver à faire une autre connexion, et notamment dans le charnel.
Et par contre, le week-end, on va dire où je suis plutôt en repos, là j'ai tellement d'énergie que j'ai besoin de me connecter à la personne pour vider cette énergie en trop. C'est beaucoup lié, je ne sais pas si ça t'a fait ça toi, ou si ça te le fait encore, moi c'est d'actualité en tout cas. Vu que l'énergie vient, part, le traverse, c'est pas évident tout le temps. Cécile, pour toi? Moi, ça ne me fatigue pas du tout, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis un canal, effectivement. L'énergie qui me traverse et avec laquelle je travaille, en fait, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie bénéfique. Et j'aurais tendance à dire qu'à chaque fois que je fais des soins, ça me soigne autant que ça soigne la personne dont je m'occupe. Alors pareil, en revanche, je sais, j'ai jamais expérimenté pour être parfaitement honnête d'en faire beaucoup plus que ça, mais je sais que voilà, 4 heures de soins dans la journée, c'est bien, mais en tout cas, ça ne me fatigue pas du tout. Au contraire, ça me repousse, enfin, c'est que du positif. Mais est-ce que tu es capable de courir un marathon après le courir? Moi, mettons, je suis stone. Déjà, je suis stone dans ma vie, ça ne fait rien pour capter. Il faut être un peu léger. Alors, je suis complètement comme ça. Le marathon, j'avais jamais. Je vais faire une activité physique. Une activité, je ne parlerai pas de ma vie personnelle. Non, courir. Courir, je ne cours pas. Non, mais oui, je peux faire. Je pourrais faire du sport si c'est ça le sujet après. Ou, admettons, des mots croisés, une activité cérébrale, quelque chose. Tu pourrais faire, Michel? Alors, moi, j'ai un peu comme tu disais, c'est de plus en plus, j'ai le sentiment d'être un peu en apesanteur. Moi, je travaille beaucoup. Je fais d'abord les soins, je fais d'abord la médiumnité, et ensuite, lorsque les gens viennent pour la médiumnité, je passe toujours après par un soin, moi j'appelle ça un soin christique. Et lorsque j'en ai fait beaucoup, à 20h, ben moi je bois un bon whisky. Excellent. C'est mon marathon à moi et je suis incarnée sur la terre. C'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il arrive que ces messages qui vous arrivent comme ça puissent vous faire peur? Bon, maintenant, non. Non. Je suis habitué maintenant. Non. Mais non, parce que si ces messages nous font peur, c'est qu'on est connecté à des forces d'ombre. Ouais. Donc c'est pas possible, je peux pas être connecté à des forces d'ombre. Donc ils peuvent pas venir et faire peur. Non, parce que ça peut être quelque chose d'incroyable et vous êtes... c'est ça que je veux dire. Oui. C'est quand il y a eu le tsunami. Oui, j'ai eu une expérience. Oui, c'est ça. Oui, alors ça fait peur, mais c'est une information pour la Terre. Oui. Alors, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'en a pas peur parce qu'on est habitué à recevoir il y a ça aussi, vous êtes habitué. Et notamment, on sait que c'est le départ d'âme. Oui. Alors évidemment, ça fait souffrir quand on est humain, mais c'est comme quand parfois on peut annoncer un décès, on dit la personne va dans la lumière et elle va dans la vie, comme le disait Michel, elle retourne dans la vie. Donc pour nous, c'est plus... et quand ils partent ensemble, c'est cadeau. Pardon, ça semble horrible ce que je vais dire. Mais alors on va dire un crash d'avion, je ne peux pas parler de... un crash d'avion, ça veut dire que ceux qui ont peur ou qui ne savent pas où ils doivent aller de l'autre côté, comme ils partent tous ensemble, c'est cadeau parce qu'ils savent qu'ils peuvent se diriger vers la lumière au lieu d'être en errance. C'est comme on dit, tout le monde de la sortie, nous tous on est là, c'est la sortie, tout le monde se dirige vers la sortie parce qu'il y a un petit groupe de personnes qui savent où elle est la sortie. Eh bien, voilà, c'est comme ça. Donc ça fait pas peur. Et puis ça s'appelle la vie. D'ailleurs, c'est juste, terminer, parce qu'il y a des personnes qui commencent à avoir des connexions, à développer des capacités spirituelles ou médiumniques ou autres, et qui disent moi j'ai vu la mort du père de mon ami, j'ai vu la mort de ça, un accident, du coup j'arrête, j'ai peur. Mais en fait, ces messages sont beaucoup comme ça, puisque c'est notre vie ici terrienne, elle est comme ça, donc on ne pourrait pas avoir d'autres messages. Alors oui, on en a d'autres dans l'embellie, mais évidemment, la mort du corps fait partie de cette vitesse. Donc, nous, on n'en a pas forcément peur. Ça résonne. Alors, il y a plein de questions. 3 questions. Et après, c'est terminé. 1 minute. Sophie. C'est cool. Ce que vous dites, quand vous avez des prémonitions, que vous ressentez quelque chose, comment, je reviens vraiment sur ce sujet, mais comment vous dites, est-ce que c'est ma tête qui, entre guillemets, déraille, ou c'est vraiment dans le pensée,
savoir si c'est du vrai ou si c'est du fake. Est-ce que c'est votre mental qui crée une illusion ou est-ce que c'est la réalité? On l'a entendu dedans. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai ça, donc Oui, moi aussi. je sais faire la différence. En fait, vous arrivez à faire la différence entre c'est ma voix qui parle à l'intérieur, où je pense, ou j'ai vraiment une voix extérieure qui vient. Hein. Il y a vraiment une différence. Ça peut être, sachant que c'est peut-être pas forcément un son, ça peut être des sensations, ça peut être c'est ça quoi. Non, c'est un son. Ouais, ça peut être des sons, ça peut être une vibration, ça peut être tellement de choses. Okay. Et en fait, je suis un peu. C'est tout le problème du rêve. Est-ce que dans le rêve, on reçoit ou est-ce qu'on est simplement moteur de l'idée, de la pensée? Le rêve est un mystère total. Ben, le rêve, en fait, c'est différent des songes. Vous avez une partie du cycle du sommeil, vous allez rêver. Donc, c'est un peu l'ordinateur, le cerveau qui trie les informations. Et là, ça va être du rêve et ça va être vraiment abracadabrantesque. On ne va pas savoir, c'est pas logique, en fait. Et quand vous avez un songe, par contre, vous êtes en mode alpha, vous êtes un peu en connexion, vous êtes un peu en état d'hypnose, et là, on peut recevoir des communications des défunts ou des guides, et on a des sensations comme si c'était vraiment réel, et on peut se réveiller en pleurant. Et là, c'est un songe et une connexion avec l'autre côté, mais ce ne sont pas des rêves. C'est pas la même chose. Et quand on rêve jamais, ou qu'on s'en souvient jamais. S'en souvient jamais, ouais. Oui, on rêve tous, on rêve. Oui, on a besoin de rêver. Non, mais si on se rappelle de rien. Ah, mais... Oui, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le job a été fait. Non. Dernière question et après on va conclure. Bon. Sophie? Bonsoir. On parle beaucoup de l'âme et de l'esprit, très peu du corps, en fait. Est-ce que le corps n'a pas une intelligence propre qu'on peut écouter avec un monsieur? Alors oui, parce que l'émotionnel, le corps. Bien sûr que ça fait partie des choses qu'il faut. Le corps, il faut l'écouter. Le corps, les émotions, les ressentis. Le corps, c'est très important. Il est capable de donner une alerte. Il est capable de mettre des limites. Bien entendu qu'il faut l'écouter. Mais il n'est pas indépendant. Il est vraiment le reflet de l'âme, de l'esprit. C'est pour ça que ce qu'on appelle la thérapie holistique, justement, c'est que les trois sont indissociables et communiquent. C'est-à-dire que les émotions peuvent rendre un corps parfaitement malade, de la même façon que quand un corps est vraiment abîmé, malade, en souffrance, si l'âme ou l'esprit ne sont pas là pour justement aider, accompagner, ça ne fonctionne pas. Donc c'est l'importance justement des soins, par exemple, comme j'aimerais dire, c'est justement on traite les trois en même temps. Donc oui, bien sûr, il faut écouter son corps. La souffrance physique, elle n'est pas là pour rien. Elle est là justement, c'est une forme d'alerte. Et bien entendu, il faut l'écouter. Et surtout, ne vous en remettez pas aux praticiens seulement. Ils font 40% du job. Vous faites 51% parce que vous allez actionner. Alors, moi, je ne guéris pas. Hein. Ouais. Moi, je vous accompagne, mais chacun se guérit soi-même. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui remettent tout. Voilà, c'est pour ça que je dis je suis qu'un intermédiaire et je vous accompagne dans votre propre guérison. D'accord? Magic power of the mind. Allez, on va faire la conclusion. Eh bien, merci. Petite conclusion, Michel, quelque chose à dire? Un verre de whisky. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Ouais, merci. Voilà, Voilà. merci. Et donc, on vous...